une lettre tachée de sang et de sable, arriva aux confins des sentiers désertiques, apportant la sentence qui changerait à jamais le destin d'un homme d'honneur. Le fermier qui trouva cette jeune femme évanouie sur la route poussiéreuse ne pourrait jamais imaginer que ce geste de compassion déclencherait une intrigue de cupidité, d'amour et de rédemption qui ébranlerait les fondations de la vallée entière. À l'aube naissante, quand le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes et que le soleil ne s'était pas encore transformé en bourreau implacable du jour, Thomas Moreau contemplait sa terre moribonde avec des yeux qui portaient le poids de 3 générations. La propriété des Moreau, autrefois prospère et verdoyante, s'étendait maintenant devant lui comme un animal blessé, respirant avec difficulté sous le manteau de poussière qui couvrait tout. L'homme de 32 ans, à la peau tannée comme du vieux cuir et aux mains calleuses, qui connaissait chaque pierre de ce sol ingrat, sentait le temps s'écouler entre ses doigts comme les derniers grains de sable dans un sablier brisé. L'odeur de terre sèche se mêlait à l'odeur âcre de la sueur qui tachait sa chemise usée. Chaque pas qu'il faisait dans les champs éprouvés résonnait comme un tambour funèbre, annonçant la fin imminente de tout ce qu'il avait connu. La lettre de la banque, gardée dans la poche intérieure de son gilet, brûlait contre sa poitrine comme un fer brûlant. 60 jours. C'était tout ce qui lui restait avant que les vautours en costume ne viennent réclamer ce que des générations de Moreau avaient construit avec sang et détermination. La matinée s'écoulait dans sa routine cruelle, quand quelque chose brisa la monotonie de ce paysage désolé. Au début, Thomas pensa que c'était une autre mirage, de celle que la chaleur conjurait souvent pour tourmenter les voyageurs solitaires. Mais non. Là, tombée sur la route qui serpentait entre les cactus et les pierres, gisait une figure féminine, immobile comme les roches elles-mêmes qui l'entouraient. Le cœur du fermier, endurci par des années de déception et de perte, gardait encore un fil de compassion qui refusait de mourir. Descendit de son cheval, un animal aussi fatigué que son maître, et s'approcha prudemment. La jeune femme ne devait pas avoir plus d'une vingtaine d'années, aux cheveux de la couleur, du blé mûr éparpillé dans la poussière comme des rayons de soleil emprisonnés. Ses vêtements, bien que simples, avaient une coupe différente de l'ordinaire dans ces parages, et une petite bourse en cuir pendait de son épaule. Thomas la porta avec soin jusqu'à sa monture, remarquant comme elle pesait moins qu'une botte de foin. Le chemin du retour vers la cabane parut plus long que d'habitude, chaque chaos du terrain irrégulier arrachant de petits gémissements inconscients des lèvres desséchées de la jeune femme. Le soleil, déjà haut dans le ciel, transformait l'air en ondes tremblantes de chaleur qui déformèrent l'horizon, comme si le monde lui-même fondait. La cabane des Moreau s'élevait solitaire contre la vastitude, ses murs de bois grinçants, sous le poids des années et de l'abandon. Thomas allongea la jeune femme sur son propre grabat, le seul meuble décent qui restait après avoir presque tout vendu pour essayer de régler les dettes. Avec des mains qui tremblaient légèrement, non par faiblesse mais par une émotion depuis longtemps endormie, il humidifia un linge propre et commença à nettoyer le visage couvert de poussière de l'étrangère. C'est alors qu'elle ouvrit les yeux, verts comme les eaux d'une oasis perdue. Ses yeux portèrent des profondeurs que Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. Pendant un instant, la peur éclaboussa ce regard, mais en percevant le soin avec lequel elle était traitée, la jeune femme se détendit légèrement. « Je m'appelle Clara », murmura-t-elle d'une voix rauque, acceptant la gourde d'eau que Thomas lui offrait. La gratitude dans son regard était palpable, mais il y avait quelque chose d'autre, une ombre de secret non révélé qui dansait dans les profondeurs de ses yeux extraordinaires. Les premiers jours furent marqués par un silence. Prudent, Clara se remettait lentement, insistant pour aider aux tâches ménagères dès que ses forces le permirent. Thomas observait, intrigué, comme ses mains délicates maniaient avec dextérité des tâches qui semblaient familières, contredisant l'apparence fragile qu'elle présentait. Il y avait des moments où il la surprenait observant l'horizon, avec une intensité perturbante, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un surgir des brumes de chaleur. Le premier signe que Clara gardait des secrets vint un après-midi, particulièrement brûlant. Thomas revenait des champs, le découragement pesant sur ses épaules comme un manteau de plomb, quand il la trouva agenouillée près d'un affleurement rocheux à l'arrière de la propriété. Ses mains se mouvaient,
sur le sol avec une précision presque rituelle, et, quand elle leva le visage pour le regarder, il y avait un éclat d'excitation dans ses yeux. « Il y a de l'eau ici », déclara-t-elle avec une certitude qui n'admettait pas de question. « Pas en surface, mais il existe une veine souterraine. Je peux le sentir. » Thomas eut envie de rire, eut envie de lui dire qu'il connaissait chaque pouce de cette terre maudite et que s'il y avait de l'eau, il le saurait. Mais quelque chose dans sa conviction le fit hésiter. Peut-être était-ce le désespoir, peut-être était-ce le premier éclair de quelque chose ressemblant à de l'espoir depuis des mois, mais il décida de lui accorder le bénéfice du doute. Passèrent le reste de la journée à creuser à l'endroit indiqué. Les mains de Thomas, déjà calleuses, gagnèrent de nouvelles ampoules, et la sueur coulait en rivière sur son dos. Clara travaillait à ses côtés, ignorant ses protestations que ce n'était pas un travail de dame. Quand le soleil commença à se coucher, teignant le ciel de rouge sang, la pelle de Thomas rencontra quelque chose de différent. Terre humide. L'eau qui jaillit du puits improvisé n'était pas abondante, mais elle était réelle. Thomas tomba, à genoux, les mains tremblantes tandis qu'il touchait le liquide précieux. Clara s'agenouilla à ses côtés, et pendant un instant leurs épaules se touchèrent. Ce fut un contact bref, presque accidentel, mais chargé d'une électricité qui les fit se reculer tous deux, comme s'ils avaient touché un fer brûlant. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble pour exploiter la découverte. Clara démontrait une connaissance surprenante sur l'irrigation et la culture en terres arides, suggérant des techniques dont Thomas n'avait jamais entendu parler. Sous son orientation, ils parvinrent à planter un petit potager qui, miraculeusement, commença à germer. Ce fut durant l'un de ces après-midi de travail commun que Clara laissa tomber la petite boîte en bois qu'elle portait toujours sur elle. L'objet, finement sculpté avec des symboles que Thomas ne reconnaissait pas, s'ouvrit en touchant le sol, révélant un compartiment secret. Pendant une fraction de seconde, avant que Clara ne le ramasse précipitamment, Thomas entrevit ce qui semblait être une carte ancienne, jaunie par le temps. « Tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit, » dit-il doucement, remarquant la panique dans ses yeux. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Clara hésita, ses doigts caressant nerveusement la boîte fermée. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, Thomas. Des choses qui apportent plus de malédiction que de bénédiction. Mais le destin a des façons cruelles de forcer les révélations. » Le lendemain matin, quand la brume planait encore sur les champs comme des fantômes réticents à partir, 3 cavaliers apparurent à l'horizon. Thomas reconnut immédiatement la figure centrale, Antoine Dubois, le baron terrien le plus redouté et le plus puissant de tout le comté. Ces 2 hommes de main, hommes au visage marqué par la violence et aux yeux vides de compassion, le flanquaient comme des chiens de garde. Dubois descendit avec l'arrogance de celui qui se sait intouchable. Son costume noir, impeccable malgré la poussière de la route, contrastait grotesquement avec les vêtements usés de Thomas. Le sourire qui courbait ses lèvres fines n'atteignait pas les yeux, froids comme l'acier d'une lame. « Moreau », salua-t-il, avec une fausse cordialité. « J'ai appris que vous aviez une invitée, une jeune dame qui est apparue, disons, inopinément. » Thomas sentit Clara se raidir derrière lui, où elle observait depuis la porte de la cabane. « Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, Dubois. » Le sourire du baron s'élargit, révélant des dents trop blanches pour être honnête. « Oh, mais si, cela me regarde beaucoup. Voyez-vous, je recherche une certaine personne, une jeune femme qui m'a volé quelque chose de très précieux, et les descriptions coïncident de manière impressionnante. Il n'y a pas de voleur ici, » répondit Thomas fermement, se positionnant entre Dubois et la cabane. Juste une jeune femme qui avait besoin d'aide. Dubois fit un pas en avant et ses hommes de main imitèrent le mouvement. Peut-être devrais-je vérifier par moi-même. Après tout, un homme dans votre situation financière ne peut pas se permettre d'abriter des criminels. Menace voilée plana dans l'air comme l'odeur de poudre avant une fusillade. Thomas sentit sa main se mouvoir instinctivement vers la poignée du revolver à sa hanche, un geste qui ne passa pas inaperçu aux yeux perçants de Dubois. « Je paierai bien pour l'information », le baron continua, sortant une bourse en cuir de les poches et faisant teinter les pièces de manière suggestive. « Très bien.
Assez peut-être pour résoudre vos problèmes avec la banque. Pendant un moment terrible, Thomas sentit la tentation ramper le long de son échine, comme un serpent, venimeux. 60 jours, la propriété de sa famille. Tout pourrait être résolu, avec une simple trahison. Mais alors il pensa aux yeux verts de Clara, à la peur qu'il y avait vue, à la confiance qu'elle avait placée en restant sous son toit. « Ma réponse est non, dit-il, chaque mot clair comme le son d'une cloche. Et je vous suggère de quitter ma propriété. Maintenant. » Visage de Dubois s'assombrit comme un ciel d'orage. « Vous allez le regretter, Moreau. Les hommes désespérés prennent des décisions stupides, et les hommes stupides ne durent pas longtemps sur ces terres. » Après que les cavaliers eurent disparu dans un nuage de poussière, Thomas trouva Clara assise sur le sol de la cabane, serrant ses genoux contre sa poitrine. Larmes silencieuses traçaient des sillons nets sur son visage poussiéreux. « Vous auriez dû accepter l'argent, murmura-t-elle. Je ne vaux pas le sacrifice de votre terre. » Thomas s'agenouilla devant elle. Quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement en voyant une telle désolation. « Certaines choses valent plus que la terre ou l'argent, Clara. Ma mère me l'a appris avant de mourir. L'honneur d'un homme et la sécurité de celui qui est sous son toit sont des trésors qu'aucune banque ne peut évaluer. » Ce fut alors que Clara révéla enfin son histoire. Elle parla de sa famille, gardien d'un secret transmis de génération en génération. La carte dans sa boîte montrait l'emplacement d'une source souterraine massive, assez d'eau pour transformer des kilomètres de désert en terre fertile. Dubois avait découvert l'existence de la carte et avait assassiné son père pour l'obtenir. Clara s'était enfuie avec le seul enregistrement de l'emplacement, jurant que le baron ne mettrait jamais les mains sur ce trésor. « Vie d'un homme vaut plus que toute l'eau du monde, conclut-elle, la voix étranglée. Mais Dubois ne voit pas les choses ainsi. Pour lui, le pouvoir est tout. » Thomas absorba la révélation en silence, son esprit travaillant sur les implications. « Alors, il faut d'abord trouver la source, » déclara-t-il finalement. « L'utiliser non pour le pouvoir, mais pour le bien de tous. » Clara leva les yeux, l'espoir luttant contre l'incrédulité sur son visage. « Vous feriez ça, même en sachant le danger. » « Je suis déjà condamné à tout perdre en 60 jours, » répondit Thomas avec un sourire amer. « Au moins ainsi, je succomberai en luttant pour quelque chose qui compte. » Les jours qui suivirent furent de préparation fébrile. Ils étudièrent la carte ensemble, déchiffrant les symboles anciens que le père de Clara lui avait enseignés. L'emplacement n'était pas distant, mais se trouvait en territoire traître, une région de gorges et de cavernes connue sous le nom de Canyon du Diable. Durant ces sessions d'études, leurs corps se rapprochaient fréquemment sur la carte étendue, et plus d'une fois leurs mains se touchèrent accidentellement, envoyant des ondes de chaleur qui n'avaient rien à voir avec le climat brûlant. Ce fut par un de ces après-midi que Thomas fit quelque chose d'impulsif. Revenant d'une escapade en ville pour acheter des provisions, il s'arrêta en apercevant une rare fleur du désert fleurissant solitaire parmi les roches. Fleur, aux pétales d'un rouge vibrant qui défiait l'aridité environnante, semblait un miracle en miniature. Il la cueillit soigneusement et l'offrit à Clara ce soir-là. Le sourire qui illumina son visage fut comme le lever du soleil après une tempête. Elle tint la fleur avec révérence, ses doigts traçant délicatement le contour des pétales. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle. « Je n'avais pas reçu de fleurs depuis que ma mère est morte. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui toucha Thomas profondément. Impulsivement, il couvrit sa main de la sienne, la fleur prise entre leurs paumes unies. Moment s'étira, chargé de promesses inexprimées et de sentiments qu'aucun des deux n'osait nommer. La paix fragile qu'ils avaient bâtie fut brisée le lendemain matin. Thomas se réveilla au son de chevaux s'approchant, beaucoup de chevaux. Par la fenêtre, il vit une douzaine d'hommes de Dubois encerclant la propriété. Le baron lui-même menait le groupe, son visage un masque de détermination cruelle. « Je sais qu'elle est là, Moreau !» cria Dubois. « Livrez-la maintenant et peut-être vous laisserai-je vivre assez longtemps pour voir la banque prendre vos terres. » Thomas vérifia son revolver et le fusil accroché au mur. 6 balles dans le barillet, 5 dans le fusil. 11 tirs contre 12 hommes. Comte ne s'équilibrait pas, mais il avait déjà pris sa décision. « Clara, prend le cheval et fuit par l'arrière », ordonna-t-il,
sans quitter des yeux les hommes dehors. « Je vais gagner du temps. »« Non, » répondit Clara fermement. « Et quand ?» Thomas se retourna. Il vit qu'elle aussi brandissait une arme. Un petit pistolet qu'elle avait gardé caché. « J'ai fui une fois quand mon père avait besoin de moi. Je ne fuirai pas de nouveau. » Il n'y avait pas le temps de discuter. Premier tir. Parti de l'extérieur, brisant la fenêtre et éparpillant des fragments de verre sur le sol. Thomas riposta, ses tirs calculés pour maintenir les assaillants sur la défensive. Clara se révéla être une tireuse compétente, chacun de ses tirs forçant les hommes de Dubois à chercher, à couvert. Bataille semblait perdue quand le destin intervint de manière inattendue. Gendarme Michel Martin, un homme intègre que Thomas connaissait depuis l'enfance, apparut avec ses auxiliaires, attirés par le son des tirs. Présence de la loi changea drastiquement la situation. « Que se passe-t-il ici » demanda le gendarme, son ton n'admettant aucune ruse. Dubois tenta son boniment habituel, affirmant capturer une fugitive dangereuse. Mais Martin n'était pas homme à se laisser manipuler. « Je ne vois qu'une bande d'hommes armés attaquant la propriété d'un citoyen respectable, » déclara-t-il. « Je vous suggère de vous retirer avant que je ne vous arrête pour tentative de meurtre. » Furie sur le visage de Dubois en battant en retraite promettait que cela ne finirait pas là. Mais pour l'instant, ils étaient sauvés. Cette nuit-là, tandis qu'ils réparaient les dégâts et soignaient les blessures mineures, Thomas et Clara partagèrent un moment d'honnêteté brute. Assis devant la cheminée, le crépitement du feu créant des ombres dansantes sur les murs, ils parlèrent de peur et d'espoir. « J'ai peur », admit Clara, sa voix presque inaudible sur le son des flammes. « Pas de la mort, mais de causer la destruction de tout ce que vous aimez, votre terre, votre héritage. » Thomas se pencha, prenant son visage entre ses mains calleuses avec une infinie tendresse. « Mon héritage, ce ne sont pas des hectares de terre ou une vieille maison, Clara. C'est ce que je fais du temps qui m'est donné. Et je choisis de passer ce temps à protéger ce qui est juste. À vous protéger. » Larmes qui coulèrent sur le visage de Clara brillaient comme des diamants, à la lumière du feu. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut avec la douceur d'une promesse et l'urgence de celui qui sait que demain est incertain. Baiser avait goût de sel et d'espoir, de peur et de courage entrelacés comme leur propre destin l'était devenu. Martin apporta une nouvelle détermination. Il ne pouvait plus attendre que Dubois fasse le prochain mouvement. Il était temps de trouver la source et de changer définitivement la donne. Ils se préparèrent pour le voyage vers le canyon du diable avec un soin méticuleux, sachant que cela pourrait être un voyage sans retour. Gendarme Martin, qui était resté intrigué par la situation, s'offrit pour les accompagner avec quelques hommes de confiance. « La loi a besoin de savoir ce que Dubois manigance », justifia-t-il. Mais Thomas soupçonnait que le vieil ami ne voulait simplement pas le voir affronter le danger seul. Voyage jusqu'au canyon prit 2 jours à travers un terrain de plus en plus hostile. Chaleur durant la journée était suffocante, transformant l'air en une masse épaisse qui rendait la respiration difficile. La nuit, le froid du désert pénétrait jusqu'aux os, les forçant à se blottir autour de feux de camp qui semblaient dérisoires contre la vastitude du ciel étoilé. Ce fut durant l'une de ces nuits, tandis qu'ils montèrent la garde, que Clara révéla davantage sur la carte. « Les symboles ne montrent pas seulement l'emplacement », expliqua-t-elle, traçant les motifs complexes du doigt. « Ils racontent une histoire. Mes ancêtres n'étaient pas seulement les gardiens du secret, ils étaient les derniers d'une tribu indigène qui considérait la source sacrée. » Thomas écouta fasciné, tandis qu'elle parlait de rituels anciens, sur le respect de l'eau comme source de vie, sur la responsabilité qui venait avec une telle connaissance. C'était plus qu'un trésor, c'était un héritage spirituel que Dubois ne comprendrait jamais. 3e jour les amena à l'entrée du canyon. Parois de roches rouges s'élevaient comme des sentinelles anciennes, créant des ombres qui semblaient cacher 1000 dangers. Carte indiquait une série de repères naturels qui mèneraient à la caverne, où la source était cachée. Ils avancèrent avec prudence, chaque son résonnant de manière menaçante sur les parois du canyon. Ce fut Clara qui remarqua la première. Ils n'étaient pas seuls. Empreintes fraîches dans le sable, l'éclat de métal réfléchissant le soleil en un point élevé. Dubois les avait suivis.
L'attaque vint quand ils étaient les plus vulnérables, traversant un passage étroit où il n'y avait pas de couverture. Tirs résonnèrent comme des coups de tonnerre dans l'espace confiné, éclats de roches volant comme des éclats mortels. Groupe de Thomas riposta, mais ils étaient en net désavantage. Ce fut alors que Clara fit quelque chose d'extraordinaire. Se souvenant des enseignements de son père sur le terrain, elle les guida vers une formation rocheuse spécifique. Là, caché par l'érosion de siècles, il y avait un passage alternatif, un chemin connu seulement des anciens gardiens. Poursuite qui, s'ensuivit, fut un cauchemar de couloirs étroits et de précipices vertigineux. Mais la connaissance ancestrale de Clara se révéla inestimable, leur permettant non seulement d'échapper, mais aussi d'embusquer leurs poursuiveurs en terrain favorable. Bataille finale eut lieu dans la chambre même de la source. Caverne était vaste avec des stalactites pendant comme les dents d'un monstre primordial. Et au centre, alimenté par des sources souterraines profondes, il y avait une piscine d'eau cristalline si pure qu'elle semblait briller de sa propre lumière. Dubois et ses derniers hommes les atteignirent quelques instants plus tard. Cupidité. Sur le visage du baron en voyant la source était presque palpable, transformant ses traits en un masque grotesque d'avarice. « C'est magnifique », murmura-t-il, momentanément distrait par la vision. « Avec ceci, je contrôlerai toute la vallée. Chaque ferme, chaque vie, dépendra de moi. » Ce fut son arrogance qui le condamna. Tandis qu'il se délectait de visions de pouvoir, il ne remarqua pas Martin et ses hommes se positionnant stratégiquement. Quand il remarqua enfin le danger, il était trop tard. Antoine Dubois annonça formellement le gendarme, est arrêté pour meurtre, tentative de meurtre et conspiration. Furie de Dubois explosa en violence. Il sortit son arme, visant non Martin, mais Clara, la source de toute son obsession. Temps sembla ralentir quand Thomas vit le doigt du baron appuyé sur la gâchette. Sans réfléchir, il se lança devant Clara. Balle l'atteignit à l'épaule, le faisant pivoter et tomber. À travers la brume de douleur, il entendit le second tir, celui-ci de Martin, qui en finit définitivement avec la menace de Dubois. Alors, Clara était là, ses mains pressant la blessure, larmes tombant sur son visage comme la pluie dans le désert. « Ne mourrez pas », implorait-elle. « S'il vous plaît, Thomas, ne me quittez pas, pas maintenant que j'ai enfin trouvé mon foyer. » Rétablissement. Lent mais entouré de changements miraculeux, découverte de la source, une fois rendue publique, transforma la région. Mais au lieu de l'exploitation cupide que Dubois avait planifiée, la communauté, menée par Martin et inspirée par l'exemple de Thomas et Clara, décida de gérer la ressource collectivement. Un conseil fut formé avec des représentants de chaque ferme et exploitation agricole de la région. Eau serait distribuée équitablement, transformant la vallée aride en un oasis de prospérité partagée. Thomas, reconnu comme le héros réticent de toute la saga, fut élu à l'unanimité pour diriger le conseil. Banque, impressionné par la soudaine valorisation des terres et la perspective de développement, non seulement annula la dette de Thomas, mais offrit du crédit pour l'expansion. Mais ce fut Clara qui apporta la vraie richesse à sa vie. Par un après-midi doré, 6 mois après cette rencontre fatidique sur la route poussiéreuse, Thomas la retrouva au même endroit où tout avait commencé. Elle était debout, là où il l'avait trouvée tombée, mais maintenant elle irradiait vie et but. Autour d'elle, les premiers bourgeons verts de la nouvelle irrigation transformèrent le paysage. « Je pensais, dit-elle quand il s'approcha, comme un seul acte de bonté peut changer le monde. Si vous étiez simplement passé devant moi ce jour-là… » « Mais je ne suis pas passé, » répondit Thomas, l'enveloppant dans ses bras. « Quelque chose m'a dit que vous étiez spécial, que vous étiez mon destin. » Clara se tourna dans son étreinte, ses yeux verts, brillants d'amour et de détermination. « Alors épousez-moi, Thomas Moreau, soyez mon foyer comme je suis le vôtre. » La cérémonie fut simple, réalisée dans la chambre même de la source qui avait failli être le théâtre de la tragédie. Communauté entière assista, célébrant non seulement l'union de 2 âmes, mais la naissance d'une nouvelle ère pour la vallée. Martin officia, ses mots résonnant sous les stalactites anciennes comme une bénédiction intemporelle. Mois se transformèrent en années, et la légende du fermier qui sauva une étrangère grandit avec chaque récolte abondante. Enfants jouaient dans des champs qui étaient autrefois déserts,
et la vallée prospérait comme jamais auparavant. Thomas et Clara bâtirent puis non seulement une vie ensemble, mais un héritage de compassion et de courage qui inspirerait des générations. Mais ce fut par une nuit quelconque, assis sur la véranda de la maison maintenant restaurée, que Clara fit la révélation finale. Caressant son ventre légèrement arrondi, elle sourit à Thomas avec ce même sourire qui l'avait enchanté depuis le début. « Nous aurons une fille », annonça-t-elle avec certitude. « Et elle portera de l'avant ce que nous avons commencé. Connaissance, la responsabilité, mais surtout la certitude qu'un seul geste de bonté peut changer le cours des rivières et des destins. » Thomas l'embrassa sous les étoiles du désert, le même ciel qui avait été témoin de leur voyage du désespoir à l'espoir. Pan murmurait entre les champs verdoyants, ne portant plus de promesses oubliées, mais chantant de nouvelles possibilités. Vie dans cette région reculée continuait, avec ses défis et ses bénédictions. Mais sur ce lopin de terre transformé, où l'eau coulait généreuse et les cœurs avaient appris la valeur de la confiance et du sacrifice, l'impossible avait fleuri. Un fermier endetté et une jeune fugitive avaient réécrit non seulement leur propre destin, mais le destin de toute une communauté. Et à la fin, quand les enfants de la vallée demandaient à entendre l'histoire une fois de plus, Clara terminait toujours avec la même question, ses yeux verts brillants d'une sagesse acquise. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert? Quand choisirez-vous de tendre la main pour transformer non seulement une vie mais le monde autour de vous? Paroles résonnaient dans la nuit du désert comme les étoiles elles-mêmes, rappelant à tous qu'à parfois, les plus grands trésors ne se trouvent pas sur des cartes anciennes ou des sources cachées, mais dans les gestes simples de compassion que nous plantons dans le cœur aride du monde. Thomas et Clara avaient prouvé que même sur la terre la plus sèche, où l'espoir semble être mort sous le soleil impitoyable, un seul acte de bonté peut faire germer des miracles qui nourriront des générations entières avec leur abondance.